Vous m'entendez bien? Tout va bien? Oui? Je peux commencer. Je suis ravi d'avoir été accueilli par les estivales de la Malepère pour cette animation. Alors, c'est un cycle de conférences, puisque vous avez été conviés à 10 soirées autour de conférenciers. Ce soir, je m'inscris plus dans une démarche de spectacle diaporama. Donc, comme c'est un spectacle, comme tout bon spectacle, si vous voulez bien, on va commencer par lever le rideau. Et comme il est de bon ton, on commence toujours par se présenter. Donc, je m'appelle André Autier, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais j'ai la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'amis et de connaissances. Donc, André Autier, je suis pilote privé, j'étais pilote privé en 91 et j'ai très vite passé mon temps à survoler le territoire audois pour le faire découvrir vue du ciel. Et donc j'ai fondé une association qui s'appelle l'Acampou. L'Acampou en occitan, ça veut dire c'est le petit oiseau. C'est le petit oiseau qui sort du nid, qui s'accampe. En occitan, à quel pitchou s'accampe, c'est le petit qui s'affirme. Et le petit oiseau fournisou, qui n'a pas d'aile, qui a juste du duvet, qui commence à avoir des plumes, qui saute du nid et qui part voleter, ACO s'appelle une Acampou. Et donc, l'Acampou que j'étais pendant une quinzaine d'années, a découvert le territoire audois et l'a fait partager, parce que mon but, comme ce soir d'ailleurs, c'est un petit peu partager mes émotions et mes connaissances autour de cette découverte aérienne. Et donc c'est un peu une soirée de partage que je vous propose. Malheureusement, comme beaucoup le savent parmi vous et certainement le voient, j'ai fait donc un AVC il y a maintenant 9 ans. J'ai passé une période assez douloureuse pendant 3 ou 4 ans et je tiens à remercier notamment Étienne qui est à mes côtés depuis toutes ces épreuves et qui a permis à l'Acampou, malgré une aile en moins, de continuer un petit peu son action de découverte. Alors, j'ai la chance d'être et le privilège d'être le seul pilote audois à avoir été marqué signé pays Qatar en tant qu'accompagnateur aérien, que je ne suis plus malheureusement maintenant, je ne suis plus que photographe aérien, puisque j'ai perdu ma licence de pilote. Et comme l'Acampou s'est passionné depuis 4-5 ans sur le canal du Midi, et c'est votre raison d'être ce soir, eh bien, j'ai la fierté que l'Acampou soit rentré dans le réseau Acteurs Canal du Midi, dont vous voyez le logo ici, qui est une association de passionnés comme nous et qui se passionnent pour le canal et surtout qui veulent le faire partager avec des animations, des connaissances, etc. Alors, j'aurais pu le mettre dans le générique de fin, comme dans tout bon film, mais je préfère le mettre au début, tant que vous êtes attentifs, qu'un certain nombre d'entre vous n'est pas encore reparti et que les autres n'ont pas plongé dans un bon petit roupillon. Donc, je tiens à remercier l'association des estivales de la Malepère, tout particulièrement Jean-Marie Detré, donc qui est leur président, et évidemment toutes les personnes qui m'aident, les pilotes qui m'accompagnent depuis que j'ai perdu mes ailes, Étienne Rourera et mon père Albert Autier, qui, j'ai coutume de dire, sont mes bras droits depuis que j'ai perdu mon gauche. Christian Salès, dont vous avez pu entendre quelques morceaux tout à l'heure en introduction, et Philippe Calas, qui est un spécialiste du canal, et notamment Samuel Vanier, qui est l'archiviste de VNF, qui m'a beaucoup aidé en me procurant l'iconographie d'époque que vous pouvez voir dans mon livre ou dans le diaporama. Je remercierai également Philippe Valentin. Alors Philippe Valentin, c'est un ami, c'est un cartographe de Toulouse, qui est aussi passionné que moi du canal, sinon plus, et qui a fait une magnifique cartographie qu'il a intitulée le Canal du Midi de long en large. Et donc j'ai voulu rebondir sur cette appellation, le Canal du Midi de long en large, et ce soir je vous ai convié à un diaporama que j'ai appelé le Canal du Midi de haut en bas. Comme ça, tous les deux, eh bien, on a l'ensemble du canal. Nathalie de la Rivière, qui est la fondatrice d'un réseau Canal Fresne, on peut tamiser un petit peu la lumière, oui, je te vois en coulisses, voilà, ça sera plus intime, voilà, pas moins parce que sinon ils vont s'endormir. Le réseau Acteurs Canal du Midi de François Vieillefosse, qui regroupe donc des passionnés du canal. Et puis les deux contributeurs indispensables de mes animations et de mes diaporamas, ce sont bien sûr Pierre-Paul Riquet, l'inventeur du canal, et Clément Nader, l'inventeur de l'aéronautique française, tous deux régionaux de l'étape, puisque Riquet est né à Béziers, il a été à Mirepoix, à Revel,
et à Toulouse, et Clément Adair de Muret est venu à Villeneuve-la-Conta, les Castelnaudary, pour mettre au point les rudiments de la sustentation et d'inventer Éole, le premier avion. Et ça a été le début de l'aéronautique qui m'est chère. Donc ce seront mes deux incontournables contributeurs pour vous accompagner ce soir. Dans l'ambiance de la soirée et pour vous présenter donc le titre d'aujourd'hui, le canal de Languedoc de haut en bas. Que vuol dire Racco? Alors déjà certains peut-être ont dit mais il a fait une faute, c'est le canal du Languedoc. Ça c'est le terme moderne du XXe siècle, XXIe siècle. Mais à l'époque du canal, on l'appelait le canal royal de Languedoc. Et par la suite, à la Révolution française, il s'est appelé le canal du Midi. Et pourquoi de haut en bas? Eh bien parce que quand j'ai commencé à me passionner pour le canal du Midi et de créer ma première animation diaporama que j'ai appelée Canot du Midi vu du ciel, eh bien je ne montrais que des photos aériennes. Alors ça plaisait parce que ça surprenait les gens, la vue aérienne maintenant avec les drones, avec le Google, etc. Tout le monde est habitué et donc ça plaît toujours parce qu'on le découvre sous un autre angle. Et puis j'ai fait un autre diaporama qui s'appelle Les rigoles du baron de Bon Repos qui présente le système alimentaire du canal du Midi. Et puis petit à petit, à force de progresser dans mes connaissances et de survoler le canal du Midi, je me suis aperçu tout naturellement que si on veut rentrer dans le détail, si on veut voir des petits détails, regardez comme le pont du Répudre, si je veux vous parler des inscriptions qui sont sur le pont, eh bien il faut descendre, et donc il faut descendre de son avion, donc on n'est plus en haut, on est en bas, et on va donc pouvoir photographier le canal de plus près. Et donc, mes propos de ce soir seront un mix entre des photos aériennes et des photos terrestres, et même je dirais plus, parce que j'ai fait effectivement des photos à pied, mais avec mon handicap, je ne peux pas faire le canal à vélo. En voiture, c'est impossible, on peut le faire que par petites étapes. Et quand on a la chance, comme je vais vous partager mon expérience en bateau, eh bien le canal du Midi, quand on l'aime, qu'on l'apprécie, quand vous voulez le découvrir, eh bien il n'y a pas 36 solutions, c'est pas l'avion, c'est pas le vélo, c'est pas la voiture, c'est le bateau. Voilà. Et donc, voilà le menu que je vais vous proposer ce soir. Alors, ce sommaire, en fait, quand Jean-Marie m'avait contacté pour me proposer de faire une animation autour du canal sur les estivales, j'avais en mémoire de mettre dans le canal de Languedoc de haut en bas, ben, finalement, tout ce que je n'avais pas pu dire dans les deux précédentes conférences. Et donc, c'est le menu que vous avez dans votre catalogue des estivales, où je me proposais de vous parler de Riquet, bien évidemment, de la chronologie de construction et d'un tas d'autres choses. Malheureusement, quand j'ai monté ce diaporama, je me suis aperçu en fait que ce diaporama, il serait en 2 tomes. Donc, si les estivales le permettent et si le public l'apprécie, eh bien, on va faire la première partie cette année. Et l'an prochain, eh bien, je reviendrai pour faire la deuxième partie, que j'appellerai l'essentiel, que j'écris CIEL, du canal du Midi, et nous évoquerons tout ce que je n'ai pas pu parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mes propos seront forcément incomplets, puisqu'en fait, la totalité du canal du Midi, que j'ai mis dans mon livre Voix d'eau d'Occitanie vue du ciel, eh bien, ça rentre dans un cycle de conférences de 4 conférences d'1h30. Donc dans l'heure et demie qui va nous occuper aujourd'hui, je vous propose de naviguer, de pérégriner, de se balader, de bourlinguer sur le canal du Midi, en introduction, et ensuite, parce que je sais que les estivales de la Malepère ont une connotation technique et pointue, etc., je vous propose, parce que quand on s'intéresse au canal, finalement, la première chose qu'on va voir, c'est quoi? C'est les écluses, parce que c'est quelque chose qui fascine, les petits et les grands, on ne comprend pas toujours comment ça marche, et donc je vous propose d'axer mes propos dans la deuxième partie de la soirée sur les écluses et leur fonctionnement. Et il y a 2 écluses qui sont particulièrement originales et intéressantes à découvrir si vous ne les connaissez pas. C'est l'écluse octuple de Fonserrane et l'écluse ronde de Agde. Quand on sera arrivé là, en fonction de votre appétit et en fonction du temps, eh bien, soit on passera à lever le verre de l'amitié et déguster le cru Malepère, soit on pourra évoquer, si vous voulez bien, les pommes et les épanchoirs, et on gardera la suite pour la deuxième partie, le tome 2, pour une année suivante. Alors, si le menu du jour vous va bien, eh bien, je voudrais rentrer dans le canal du Midi
par son essence, par son but, qui est souvent oublié, puisque un canal, ça sert à naviguer. Aujourd'hui, la vitesse est limitée à 8 km/h pour les bateaux à moteur, à cause des perturbations qu'il ferait sur les berges avec les hélices. Depuis plus de 30 ans, la batellerie est exclusivement touristique, comme vous le savez. Et alors que la finalité du canal, au départ, c'était le transport du fret, ça me vient toujours à l'esprit, mais par contre, il y a quelque chose qui n'est pas du tout évident, parce que ça n'existe plus depuis le milieu du 19e siècle, notre mémoire collective l'a un petit peu oublié. Le canal du Midi, il servait aussi à faire le transport des voyageurs. Le canal a été construit au XVIIe siècle pour le transport des passagers et des marchandises. Les coches d'eau ont remplacé la diligence en 1700, au tout début du canal du Midi, qui a été inauguré en 1581. La liaison Toulouse-Agde se faisait en 4 jours. En 1850, juste avant la mise en place du train à vapeur, les 234 km entre Toulouse et Agde se faisaient en 36 heures, avec des chevaux qui avançaient au trot, avec une moyenne de 8 ou 10 km/h. Donc finalement, on n'a guère fait de progrès en matière de rapidité sur le canal. On tourne toujours à moins de 10 km/h. La barque de poste naviguait alors de jour et de nuit, non-stop, avec changement de chevaux au poste. On parle de barque de poste, mais ça n'a rien à voir avec les PTT. Attention, poste, ça veut dire positionner à un endroit précis où vous avez des chevaux frais, et au poste, on change de chevaux et on continue. Il faut entendre poste au sens de position et non pas de PTT. Le transportement des voyageurs se faisait aux écluses multiples, de façon à gagner un petit peu de temps et d'eau. Le wagon a remplacé le coche d'eau, comme la barque a remplacé la diligence. À l'apogée du canal, en 1856, juste avant l'arrivée du wagon, juste avant du chemin de fer, eh bien, il y avait 100 000 passagers qui naviguaient dans des barques comme ça, entassées, des barques de poste. Alors, au temps de Riquet, quand on faisait le canal en 4 jours, vous aviez des soupers couchés et des dîners égrenés tout au long du tracé du canal qui part de Toulouse et qui arrive au phare des Omblouz. Donc c'est le voyage que nous allons naviguer. On va partir de Toulouse et on va arriver aux Omblouz. Eh bien, à étapes successives, vous aviez donc le premier soir, on partait le matin de Toulouse, on s'arrêtait à Castelnaudary le premier soir, le deuxième soir on s'arrêtait à Trèbes, le quatrième soir au Sommet, le troisième, pardon, et enfin, le soir du quatrième jour, on faisait étape à Agde. Et à midi, il fallait bien s'arrêter pour prier, pour manger, pour se reposer, pour changer de chevaux. Vous aviez donc 4 dîners, une à la écluse de la Négra, une tout près d'ici à Béteil, une autre à la dîner de la Rodorte et une dîner à Fonserrade. Riquet, au départ, et là vous avez un courrier d'une convention de Riquet qu'il a signé avec M. Roux de Castelnaudary pour construire des barques de poste rudimentaires, comme vous voyez. Donc c'était avec ça qu'on a remplacé les diligences sur l'axe Toulouse-Agde pendant quelques années. Et ici, vous voyez la signature de Pierre-Paul Riquet. Par la suite, ça a été la navigation accélérée dans les années 1810-1814, avec des barques un petit peu plus évoluées, un petit peu plus aménagées, comme celle-ci, qui a été entièrement construite à la fin du XXe siècle par Robert Mornay. Alors, Robert Mornay fait partie des personnages célèbres du canal et qu'il faut connaître. Quand il y a une émission de télé sur le canal, forcément, il y a une interview de Robert. Alors, il a fait ici un test de ces bateaux. Évidemment, il y avait un chemin de halage sur la totalité des 240 km. Et donc, Robert a fait quelques essais de halage de sa barque, mais comme vous savez, le chemin de halage est bien mal en point et par endroits quasiment inexistant. Donc Robert avait prévu le coup et il a équipé sa barque de poste du XXe siècle avec des moteurs de race Yamaha. C'est des Japonais. Alors il en a mis 2, un de chaque côté, et donc c'est avec des chevaux Yamaha que ce bateau se va d'événement en événement. Donc c'est une figure emblématique et intarissable du canal. Si vous ne le connaissez pas, un jour vous le rencontrerez forcément. Et sa barque aussi.
Et la Campou, qui voit les choses de haut, eh bien, a rencontré pour la première fois, j'ai photographié le port de Capestan, et puis quand j'ai regardé ma diapo, j'ai été surpris par ce bateau, je ne savais même pas ce que c'était, une barque de poste, c'est ce qui m'a donné envie d'approfondir, de découvrir Robert d'abord sur Internet, et puis à l'écluse de Port-Iragne, et puis finalement, un jour, il est passé par là, parce qu'il montait aujourd'hui par le douane de Toulouse, et on a passé donc la Campou 3 jours mémorables entre Trèbes et Béteil, avec la barque de poste de Robert. Alors je l'ai fait en bon photographe, évidemment, avec Étienne, on a fait un reportage photo, et je lui ai offert les photos du reportage, que j'ai appelé, et ça c'est un petit clin d'œil pour ceux qui connaissent, j'ai appelé ça la fabuleuse barque de Monsieur Mornay, parce qu'elle est vraiment fabuleuse sa barque, et c'est un petit clin d'œil à Jean Périssé, et la fabuleuse histoire de Monsieur Riquet, que vous connaissez certainement. Et j'en profite pour vous annoncer que Jean Périssé a travaillé cette année sur un nouveau film avec Bernard Lecoq, qui va s'appeler Riquet, le songe de Norouz, que je vous invite à aller découvrir à la fin de l'année, ou l'année prochaine. Là, c'est une halte au Fresquel, une halte devant le Bristol à Carcassonne, et nous avons continué notre passage. Ne vous y méprenez pas, le drapeau est occitan, mais le timonier est catalan. Vous avez reconnu Étienne à la barre. À l'intérieur de la barque, vous avez donc la partie deuxième classe, il y a une partie plus dans ces barques de poste, il y avait deux niveaux, il y avait les deuxièmes classes et les premières classes. Donc ça c'est la deuxième classe, et Robert intarissable sur le canal. On est parti de Trèbes, on était 500, et nous nous vîmes par un prendre fort, nous nous vîmes 5000 en arrivant au port de Béteil, où là, effectivement, on est arrivé, on avait drainé tous les copains de droite à gauche. Donc tout ça pour vous montrer, on a fini donc à l'écluse de Béteil, et la barque a continué, mais pour vous raconter que le canal, c'est aussi une aventure humaine de rencontres et de gens passionnés par le canal et de partage. Et donc Robert nous a fait partager sa passion entre amis. Alors ça c'était pour parler donc des barques de poste et des voyageurs, mais n'oublions pas que le canal, avant d'être touristique, était aussi dédié au transport de fret. Alors il y avait notamment des coutrillons qui faisaient donc, les écluses font 30 mètres, donc ce sont des barques qui font 29 mètres maximum. Il y avait des sapines, des bateaux pontés, etc. Il faut se rappeler, et ça on l'a oublié dans notre mémoire collective, c'est que le halage sur le canal du Midi a duré pratiquement jusqu'à dans les années 30. C'est que dans les années 31-32 qu'on a eu la fin du halage, en 36, pardon, et qui a d'ailleurs été repris au moment des pénuries de 42. Donc on peut considérer que les bateaux automoteurs tels qu'on les a connus, ceux qui ont dépassé le demi-siècle comme moi, quand j'étais petit, j'allais le long du canal à Pesaing et je voyais passer les Pinardier, etc. C'était des barques automoteurs comme ça, en acier, donc c'était vraiment la barque d'après-guerre. Donc finalement, ce canal du Midi avec des barques autotractées, ça ne date qu'après la guerre. Alors, pour revenir un petit peu sur le passé, eh bien, il faut voir des photos anciennes, des cartes postales, avec des barriques de vin du Minervois, des céréales de Castelnaudary, ici à l'écluse de Saint-Roch, qu'on ira voir tout à l'heure, ici à Bram, des coudrières aussi, et puis donc ces automoteurs. Alors celui-là il est célèbre, c'est pour ça que je vous le montre, on va le revoir, c'est le Tourmente de Jean-Marc Samuel, qui est aussi un personnage du canal, et c'est le seul batelier professionnel qui vit, je dirais même plus, qui essaye de vivre du transport de fret. Donc le Tourmente, c'est la seule péniche qui garde bien son nom. Une péniche, c'est fait pour transporter des marchandises. Et c'est la seule péniche qu'il y a sur le canal, c'est le Tourmente. Il participe notamment, il amène une tournée comme Vivencia, une tournée culturelle qui tourne dans le canal du Midi, le canal de Garonne. Et comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui ont plus de 50 ans, comme moi, eh bien, vous avez vu des pinardiers, des gaziers, des céréaliers, etc. Bon, voilà le genre de bateau qu'on voyait il y a quelques années, quand nous étions plus jeunes. Et maintenant, fin 21e siècle, début 21, eh bien, il n'y a plus que les bateaux de tourisme, les bateaux promenades, les bateaux hôtels. La saison touristique commence maintenant d'avril en octobre.
En juin et septembre, bien sûr, c'est la grosse saison. Et de novembre à décembre, il y a 6 semaines de chômage où on assèche les biefs pour pouvoir faire les opérations de maintenance. Il y a 350 employés VNF du Sud-Ouest qui gèrent l'ensemble de ce cordon fluvial. Alors, on va descendre un petit peu après ces vues aériennes et on va voir quelques vues le long du canal. Du côté de Toulouse, on a beaucoup de bateaux comme ça, des bateaux péniches reconstitués et habités. Il y a même, regardez, des pédalos. Enfin, plus on approche de Toulouse, même à un moment donné, sur le canal, c'est des deux côtés des berges que vous avez des navires à la queue leu, des navires réaménagés en habitat permanent. Hein. Ce n'est pas des touristes, c'est des gens qui habitent à la nuit. Et forcément, comme la Campou, quand on se passionne pour le canal, eh bien à un moment donné, notamment grâce au Boss-Stop, vous connaissez Blablacar, vous connaissez l'autostop, le Boss-Stop, c'est sur le site Canal Fred, où vous avez donc des bateliers qui offrent des places dans leur bateau pour vous partager évidemment les frais, mais aussi pour partager la joie de naviguer. Et tout naturellement, eh bien, la Campou a rencontré Chris Thibault, que vous voyez ici, qui est aussi un personnage du canal, qui habite en permanence sur sa péniche, qui est basée à Montpellier. Et là, elle était allée louer sa péniche pour un film sur Bobby Lapointe, du côté du Sommeil. Et quand elle est remontée, eh bien, avec Étienne, on a passé donc 4 jours à bord de cette péniche. Et donc, c'est ce qui nous a vraiment encore plus convaincus de cette passion du canal. Alors là, vous avez le barreur de la péniche qui est avec des jumelles. Alors j'aime bien cette photo parce que ça serait plus un marin de mer qu'un marin d'eau douce qui cherche la terre. Parce que pour chercher la terre sur un canal, eh bien vous l'avez à côté, hein, il n'y a pas besoin de jumelles. À votre avis, ça sert à quoi les jumelles quand on est barreur sur une péniche sur le canal du Midi? Eh bien ça sert à voir l'écluse et à voir dans quelle situation est l'éclusier, s'il est prêt à vous recevoir, si les portes sont ouvertes et si on peut rentrer comme ça ou s'il faut débarquer, etc. Donc là, il est en train d'observer l'écluse de Puchéry pour voir si on peut y rentrer. Alors, les bassinets, ça dure un certain temps, et 4 jours à bord d'une péniche, c'est toujours un endroit un petit peu festif et récréatif, où bon, mais on a bien mangé, on a aussi bien bu, et on a aussi profité de ce canal de Languedoc, que je vais maintenant découvrir avec vous, de Toulouse à Sète, à Ozonglous, pardon. Alors vous voyez qu'ici, il y a bien marqué Canal Royal de la province de Languedoc, et donc c'est ce canal qu'on va découvrir. Alors, dans chacun de mes diaporamas, évidemment, il y a une logique de présentation. Sur le canal Vue du ciel, je pars tout naturellement par le centre de l'eau qui coule de Naurouze, je vais sur Toulouse, et de Toulouse, je vais à Sète. Et là, en fait, nous allons partir de l'origine administrative du canal et de construction, c'est-à-dire Toulouse, et je vous propose de remonter jusqu'au PK 240, c'est-à-dire aux Ozonglous, pour découvrir un petit peu ce canal royal. Alors, à Toulouse, c'est un petit peu confus, donc j'ai mis un moment à comprendre un petit peu comment c'était fait, parce que le canal du Midi, le voilà, il débute ici, au niveau de son embouchure sur la Garonne, et avec deux sas d'écluses qu'on appelle l'écluse Garonne, et le port de l'embouchure, on débute le canal du Midi, canal royal. Par la suite, vous allez le voir, à partir du pont de l'embouchure, on a fait une bifurcation qu'on appelle le canal de Brienne, qui ne fait que 1,5 km, 1,6 km. Le canal du Midi fait 240 km. Mais qui permet de passer au-dessus de cette paille chère ici, et de pouvoir commercer avec la ville de Toulouse et au-delà vers l'Ariège. Et plus tard, vous savez, le canal latéral. Alors on va prendre un petit peu de hauteur, mais avec des cartes, parce que la Campou n'a pas l'autorisation de survoler Toulouse pour faire des photos aériennes, vous en doutez bien. Et donc, pour vous rappeler que le canal royal, il a commencé à être creusé donc à partir de l'écluse Garonne, il est remonté vers Naurouze, puis Castelnaudary, puis Trèves et la suite. Le canal de Saint-Pierre, qu'on appellera plus tard le canal de Brienne, en 1676, et plus tard le canal de latéral, qu'on appelle maintenant le canal de Garonne, et qui est enfin la jonction qu'on appelle le canal des Deux Mers, canal latéral, canal du Midi. Cette partie ici a été abandonnée
Le port de l'embouchure que n'avait pas prévu Riquet a été construite après. Pourquoi? Parce que quand on arrive avec un bateau de canal ici et qu'on se met dans le courant d'un fleuve comme la Garonne, eh bien il faut changer d'embarcation. Donc le canal de l'embouchure, qui sert pratiquement plus maintenant, avait une fonction de transbordement des marchandises entre des bateaux adaptés à la navigation fluviale et des bateaux adaptés à la navigation sur les canaux. L'écluse de Garonne a disparu sous le béton flamboyant des années 70 quand on a fait la rocade de Toulouse. Vous voyez sur cette vue de Google, la rocade passe sur l'écluse de Garonne. Le port de l'embouchure, qui était bien plus vaste, qui arrivait vers ici, a été rapetissé. Et ici, vous avez le départ du canal de Garonne, le départ du canal du Midi et le départ du canal de Brienne. On a coutume de désigner comme point caractéristique, de façon à pouvoir repérer tous les ouvrages du canal, un point zéro qui, on va dire maintenant, est fictif puisqu'il est inaccessible et on ne le voit plus. Eh bien, le point zéro du canal du Midi, à l'altitude de 132 mètres, il est au débouché du canal dans la Garonne. Donc tous les ouvrages, et je vais en parler tout au long en avançant, eh bien vous allez voir, c'est repéré avec un PK, ça correspond au point kilométrique par rapport à ce point zéro qui va nous amener au PK 240 aux Zongouz. Cette écluse donc a disparu. Elle a été, on a posé solennellement sa première pierre le 17 novembre 1667 en grande pompe. Riquet avait à cette époque-là 58 ans et le temps pressait, et donc il a débuté ce chantier. Elle a été donc ensevelie dans les arches et le béton de cette rocade de Toulouse. Et donc j'ai tourné autour, j'ai essayé de photographier. Il n'y a même pas une plaque, il n'y a même pas un plan, il n'y a rien qui vous l'indique. Il n'y a rien. On ne voit absolument plus rien de l'écluse de Garonne. Ou alors il faut aller aux archives voir des vieilles photos d'époque avant. Alors on peut dire que le canal du Midi, maintenant, il commence à l'écluse de l'embouchure. Donc au bassin de l'embouchure, au port de l'embouchure. Il commence ici, le canal du Midi, et ici vous avez le canal de Brienne. Et entre les deux, les ponts jumeaux, les ponts jumeaux qui sont construits entre 1770 et 1775 par Sadger, et qui sont maintenant triples, puisque vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait une dernière bifurcation qui allait vers le canal latéral, et donc les ponts jumeaux ont eu un petit à côté qui permet de passer au-dessus du canal latéral. Entre les deux, une allégorie de la jonction de la mer Océane et de la mer Méditerranée, qui est l'œuvre de François Lucas, un sculpteur de marbre de Carrare. Alors maintenant que l'embouchure a perdu son intérêt, puisqu'on ne débouche plus dans la Garonne, eh bien le port important, après le port Saint-Étienne, qui était quelque part par là mais qui n'existe plus, c'est le port Saint-Sauveur, à côté du Grand Rond, où donc on avait la navigation commerciale d'avant, de fret, de barques de poste, pas loin, et maintenant dédiée exclusivement au tourisme et aux haltes de bateaux en plastique. Un site important qui est méconnu, que vous ne pouvez voir quasiment qu'au moment des journées patrimoine, puisque c'est une propriété VNF. Vous avez le canal qui est ici, vous le voyez, ici vous avez le pont des Demoiselles, vous avez le canal, ici la voie ferrée qui va vers Matabio, et donc à la sortie du port Saint-Sauveur, vous avez ici la cale de Radou, qui a été faite donc, en 1834, en 1840 par le père et le fils Maguès, qui ont fait donc ce site-là, avec donc des cales de Radou qui permettent de raccommoder les bateaux. On y accède en faisant coulisser ce pont et en rentrant dans le port technique, et on y voit des amis bien connus, l'incontournable Tourmente qui était là en réparation, et puis le navire amiral de VNF, c'est leur navire de prestige, hein, il a mouillé il n'y a pas longtemps, l'an dernier à Bram. Donc c'est un navire qui appartient à VNF et qui navigue sur le canal pour faire la pub un petit peu de VNF.
Et surtout, ce qui est intéressant à voir, ce sont les cales de Radou, dont une est couverte, deux sont couvertes, pardon. Donc j'ai pu m'approcher en demandant l'autorisation, et certaines sont en plein air. Donc on fait rentrer les bateaux, on pompe, on assèche, et comme ça, on est en cale sèche. Mais ça, c'est réservé à VNF. Et vous avez maintenant, à Ramonville, un port technique. Vous avez ici d'autres cales sèches que vous voyez. Au moment de la photo de Google, celui-là était plein. Et moi, quand j'y suis allé, vous voyez que la cale sèche est sèche. Et donc, on peut réparer le bateau sans problème. Et puis, bien sûr, le port actuel de Toulouse, c'est bien sûr le port de Ramonville-Sainte-Agne, qui est un port qui a apparu dans les années 60-70, qui est un port assez hétéroclite, parce qu'autour du complexe immobilier, ici, on trouve des bateaux de mer, les Toulousains, qui ont des voiliers à Luissan ou à la Nouvelle. Ils remontent pour passer l'hivernage, et donc ils laissent leurs bateaux à quai ici. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des épaves, il y a des choses hétéroclites. Allez y faire un tour, c'est assez marrant. C'est le port de Port-Sud. Et puis tout le long, évidemment, c'est bateaux ventouses habités. Donc tranquillement, on va continuer à marcher le long du canal. On va arriver vers le seuil de Naurouse, avec le port le plus haut du canal, puisqu'il est sur le bief supérieur, à 190 mètres, et qu'on verra tout à l'heure. Et au préalable, un port qui a apparu en même temps qu'on a tracé l'autoroute des Deux Mers, qui s'appelle elle aussi des Deux Mers. C'est du côté du seuil de Naurouse, où on a ici un magnifique complexe, où je vous invite à vous y arrêter. Vous avez un restaurant qui s'appelle le bien nommé La Dinée, comme bien entendu. Mais vous avez ici là une maison du tourisme de la Haute-Garonne, où vous avez une évocation du canal du Midi, qu'il faut absolument voir. Et puis peut-être ça sera l'objet d'un prochain voyage en barque. Donc si vous signez une visite d'une semaine avec une barque de Nichols, vous partirez certainement de là. Le port le plus haut, puisque Naurouse, que j'évoque dans un autre de mes diaporamas, n'a pas été créé par Riquet, eh bien c'est le port du Ségala qui est sur le bief supérieur, donc c'est le port le plus haut du canal. On va descendre sur celui de Castelnaudary, avec le bassin certes, mais le port en fait il est ici, entre le pont Neuf et le pont Vieux, juste au pied de la colline de Castelnaudary, puisque les Chauriens ont eu l'intelligence de demander à Riquet de faire venir son canal au pied de la ville, parce que c'était l'économie du transport qu'ils amenaient, donc ils ont senti la chose, ce que les Carcassonnais ont mis beaucoup plus de temps à comprendre. Au départ, Riquet pensait passer le long du Fresquel, et donc il a dévié ici. Et donc voici le port de Castelnaudary, entre le pont Vieux et le pont Neuf, que vous voyez ici. Alors si vous voulez bien, on va atterrir, et on va aller le voir au sol, avec son quai ici. Et un canal, c'est bien quand il est en eau, c'est magnifique. Mais c'est bien aussi d'y aller en période d'hivernage, quand il est sec, en période de travaux. Donc je vous montre toujours quelques photos un petit peu différentes, hein, entre je suis plein en été, j'ai des touristes partout, et puis je suis en période de travaux et d'hivernage. C'est le port qui est ici, et juste après ici, il y avait un grand champ, une grande dépression, et Riquet avait le choix soit de la combler, mais il fallait remblayer, soit effectivement de la noyer et de faire un grand bassin. Et finalement, il a bien fait, parce que comme Naurouse s'est envasé et que ça a été un échec technique, que j'explique par ailleurs, sur une autre diaporama, que je ne vais pas vous expliquer ici, sinon ça va durer trop longtemps, eh bien, heureusement qu'il y a eu cette dépression remplie d'eau, parce qu'à la sortie ici, il y a 45 mètres de dénivelé, il y a beaucoup d'écluses, beaucoup de sas, et il faut beaucoup d'eau en réserve. Donc ce bassin, ce n'est pas un port, certes c'est un port, hein. Ici vous avez une cale sèche, vous avez un local technique, etc. Mais c'est avant tout un réservoir d'eau pour alimenter les écluses. La première couchée de Castelnaudary était sur la rue qui monte après le pont Vieux, avant d'être sur Saint-Roch, qui est un petit peu en dessous. Alors là aussi, je me plais à vous montrer des photos en haut et des photos en bas. Hein. Il y en a 3 ou 4 qui suivent. Les autres, je ne sais pas, vous dormez. Eh bien, on va aller les voir d'en bas, avec le pont Vieux de Castelnaudary,
et le bassin, le grand bassin de 8 hectares, qui est ici rempli d'eau, et qui est ici en période de chômage. Et vous voyez que la dépression n'est pas énorme. Hein. Le canal, il n'y a jamais des abyses, hein. Il n'y a jamais 10 mètres de fond. Hein. C'est toujours 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres maximum. Et donc, vous voyez les barques de, je crois que c'est la Blue Line, là, qui est sur le ventre, alors que là, on les voit à quai devant le local technique ici, et la cale sèche. Ici, si vous allez, vous avez une cale sèche. Eh bien, on va continuer, si vous voulez, au sol, avec quelques vues au sol, en bateau, parce que c'est en bateau qu'on apprécie ces magnifiques paysages. Regardez comme c'est beau, c'est du dépaysement complet. Et on arrive à Bram, qui est ici à Séché. C'était un centre de contrôle intermédiaire et un port. C'est à 4 km 960 de l'écluse de Béteil, et juste après l'écluse de Bram. Ici, donc, le bâtiment VNF est maintenant un restaurant, et vous aviez un loueur ici de bateaux. C'est un axe important entre l'axe nord-sud, entre Mirepoix et Cessac, et Carcassonne, Castelnaudary. Le canal du Midi, pour moi, c'est aussi beau, sinon plus, et quand on est en hiver, parce qu'on a des couleurs, des paysages qui sont magnifiques. Là, on est à l'entrée de Carcassonne. Là, on est sur le pont SNCF de Carcassonne, juste avant la tranchée de l'Estagnol, ce qui nous amène à Carcassonne. Alors, en 1673, Riquet propose à ses consuls de Carcassonne de faire passer le canal près de la ville, comme l'avaient demandé avec insistance les Chauriers, moyennant une participation de la commune de 100 000 € pour pouvoir creuser la tranchée de l'Estagnol, qui permet d'accéder donc à la partie nord de la ville, qui était à cette époque-là réduit au quartier à la Bastide de Saint-Louis et à la Cité et les quartiers aux alentours. Les consuls éclairés de Carcassonne ont déclaré que le canal ne serait d'aucune utilité pour la ville, et ont donc refusé de mettre la main au porte-monnaie. Et donc, Riquet, il ne s'est pas embêté, il est passé à moindre coût, à moindre frais, il est passé loin de la ville, et donc, à partir de Foucault, ici, il a fait une écluse triple, et il a suivi le Talweg, la vallée du Fresquel, l'écluse de Villaudy, et il est allé faire l'écluse simple de Fresquel, et il a continué. À Carcassonne, il y avait juste un bureau du canal qui servait vaguement à faire une halte, mais qui en a reçu les retombées économiques de ce canal, puisque les Carcassonnais n'avaient pas été clairvoyants. Eh bien, c'est très bon. On va voir tout à l'heure. Alors, il faut que je vous montre donc le tracé de l'ancien canal royal ici, qu'avait remis en lumière Luce et Francis Tisser, et notamment mon ami Jacques Blanco, qui doit être quelque part par là, qui est un grand spécialiste de cet axe oublié, puisque entre Foucault et Fresquel, ici, ben, il y a quelques rares vestiges qui ne sont pas faciles à voir et qui ont été mis en lumière justement par Francis. Et ici, à partir de 1810, on a fait donc le tracé qui était projeté en 1786, qui permet d'avoir un vrai port ici à Carcassonne, celui que vous connaissez. Alors, celui que vous connaissez sur la carte d'époque, vous voyez que Carcassonne, c'était juste la Bastide, la caserne du 3e régiment, même s'il n'y avait pas des parents encore, hein, c'était des dragons, et le quartier du Dôme, et ensuite donc les quartiers de la Cité. Carcassonne, c'était que ça. Et donc, en 1710, on a fait la tranchée de l'Estagnol pour amener ici le nouveau port que je vais vous montrer. Et l'ancien port, oublié, eh bien, à partir de l'écluse de Foucault, on est du côté des établissements Leclerc de Carcassonne, on traverse le chemin de Grande Poste qui va à Toulouse, et on a ici un bureau du canal, c'est même pas un vrai port à proprement parler, et donc, sur les archives de VNF, on le retrouve ici, alors toujours une chapelle et des docks et des locaux techniques, et en avion, eh bien on le devine sur cette photo. Alors vous reconnaissez le rond-point Georges Pompidou, les établissements Leclerc ici. Pour les noctambules des années 70, vous avez ici le privé, et ici
la rue Pavanetto. Alors ça, tout le monde connaît, parce que le privé, on connaissait le chemin à l'époque. Mais par contre, ce qui apparaît moins, c'est cette ferme qui est en randonnion ici, et qui est en fait ni plus ni moins que le port de Carcassonne de 1780 de 1680 pardon, à 1810. Et donc ce que je vous ai montré sur le plan, c'est la chapelle Saint-Louis que vous avez ici. Depuis, ça a été loti de part et d'autre. Et les docks, les locaux techniques, les hangars de stockage, c'est en fait cette ferme. Et ici, vous avez les quais et l'ancienne cuvette du canal. Alors, j'avais reçu une fois des journalistes de Historia qui voulaient faire un article sur le canal. Alors, moi, tout fier, c'était au moment où, avec Jacques, on se passionnait pour cette affaire-là. Tout fier, je les ai amenés sur les vestiges que m'avait montré Jacques, en disant, mais moi, je vais vous montrer l'ancien tracé, il est là. Et évidemment, ils ont été très déçus, parce que si vous y allez, vous allez être déçus photogéniquement, il n'y a rien à voir. Hein. C'est un marigot, là, ici, il n'y a que dalle, et encore, si vous avancez par là, vous allez vous faire sortir, parce que c'est privé, et que les gens n'en ont rien à foutre du canal. Et donc, ils avaient été assez déçus, d'ailleurs, de ce que je leur avais présenté, parce qu'effectivement, l'ancien canal royal qui passe à Carcassonne, ben vous avez son tracé ici, vous avez l'établissement Leclerc, on est ici au quartier des Serres, vous avez le canal de Carcassonne et ses 8 km qui partent de ce qu'on appelle maintenant les penchoirs de Foucault et qui partent donc vers Carcassonne. Tout ça, du temps de Riquet, c'était des champs et des forêts, donc ça a été loti, et le canal royal va suivre la vallée du Fresquel et va se brancher là-bas, après le quartier du Pont-Rouge et Cap Cinéma, va se brancher sur l'écluse du Fresquel. Alors, le nouveau port de Carcassonne sur la ville qui était réduite à ça, vous avez la caserne, le pont Mieux, le pont Neuf, le pont de l'Avenir, le pont SNCF, et ici, dans la tranchée, à la sortie de la tranchée, avec le pont Iéna, vous avez l'actuel port de Carcassonne, que vous connaissez, qui a été mis en service en 1810, et souvenez-vous, en 1858, c'est l'avènement de la voie ferrée de Toulouse de Sète à Bordeaux. On peut dire que finalement, cet axe fluvial à Carcassonne a eu vraiment son âge d'or et son monopole que misérable 50 ans. Pendant 50 ans, ce port a rayonné. Après, ben, le wagon a tué le bateau, et donc le wagon, vous le voyez juste à côté, vous avez la gare ici avec le pont Marengo, l'écluse de Carcassonne et son bassin. Alors tiens, au pied du pont Marengo, je me plais toujours à descendre et faire des photos d'en haut et d'en bas. Donc on a ici donc la sortie du pont Marengo et de l'écluse, avec donc le virage qui va vers le pont SNCF, hein. On est près de Carcassonne, tout le monde le connaît. Et en période de chômage, ça a son attrait, mais ça a aussi sa pitié, parce qu'évidemment, le canal, eh bien, c'est un dépotoir facile pour certains, et en période de chômage, et c'est des fois pas très très joli. Bon, quand on monte sur la passerelle, qu'on voit les choses de loin, regardez en hiver comme c'est joli, et si je vous le remplis d'eau, voilà le même rempli d'eau. On va aller du côté de l'écluse de Saint-Jean pour bien voir que le canal, finalement, c'est pas bien profond. Hein. 1,40 m, 1,50 m de tirant d'eau. Donc vous n'avez pas 2 mètres maximum. Hein. Et sur les berges, regardez, si jamais vous tombez, hein, vous avez pied. Hein. Il y a 50-60 cm. C'est pas énorme, énorme. Là, on est du côté de l'écluse de l'évêque sur le bief de Ville-du-Bert. Et on arrive enfin sur le grand port de l'époque boudé par les Carcassonnais, c'est le port de Trèbes, et qui était avant une soupée, une couchée, où on s'arrêtait pour les barques de poste, au détriment de l'économie de Carcassonne, bien évidemment. Alors, ici, vous reconnaissez donc les bateaux de location. Quand je fais des photos en hiver, c'est là qu'on voit que des bateaux, il y en a beaucoup, qui sont stationnés, puisqu'il n'y a plus de touristes. On va continuer, si vous voulez, à bord, pardon, et sur la barque, pour apprécier quelques vues qui dépaysent un petit peu. Hein, c'est un petit peu la séquence émotion, comme dirait Nicolas Hulot, hein, parce que quand on se retrouve en hiver, seul à bord, en tête de proue, avec un appareil photo, pas un vent, juste les oiseaux et les feuilles qui tombent, regardez comme c'est magique. C'est pas beau? Un petit coucher de soleil, et donc là c'est sur le tronçon entre Trèbes et
et Marseillette, qui est à mon sens un des endroits les plus beaux du canal, avec cette colline qui a été entamée à la pelle, à la pioche et aux explosifs par les ouvriers de Riquet pour faire passer le canal sur le Minervois à hauteur respectable de l'Aude qui est à côté, regardez. Hein, il n'y a pas besoin d'aller loin pour se dépayser. Hein, vous pouvez jouer les globetrotters à 2 pas de chez vous. Et croyez-moi, les 4 jours qu'on a passé dans le Windsor de Homs à Castelnaudary, ça a été un événement. Bon, on a mis 4 jours pour faire Homs. Castelnaudary, hein, vous le faites à 1 heure en voiture, mais alors qu'est-ce que c'était beau et qu'est-ce qu'on s'est régalé de découvrir le canal sous un autre angle. Et c'est vrai que c'est voilà, le canal de haut et de bas, et moi je l'aime en avion, mais je l'aime aussi en bateau, et j'espère vous en convaincre et vous donner envie d'aller le voir. Bon, petit à petit, depuis Chéric, on est passé ici avec le chancre à la Redoute, et on arrive, j'ai sauté quelques ports, hein, parce que sinon on y est jusqu'à demain. On va arriver au port majeur du Minervois, qui a rayonné bien sûr grâce à l'économie pinardière du 19e siècle, où vous avez ici donc le quai des tonneliers, parce que vous aviez une multitude de tonneliers ici qui faisaient les tonneaux pour pouvoir exporter. Et donc là c'était en hiver, hein, c'était le 1er décembre, le 1er novembre, donc on avait embarqué dans le Windsor ici, et puis on est allé jusqu'à Castelnaudary. Et vous avez ici donc les barques en hivernage. Les péniches qui sont longues comme ça ne peuvent pas faire le tour. Vous avez en principe 19 mètres de large sur le canal. Donc les bateaux qui font 30 mètres ne peuvent pas faire un demi-tour n'importe où. Homs est un des rares endroits où les péniches larges de l'époque peuvent faire un demi-tour. Alors maintenant, je vais vous surprendre avec un port de Argens? Non, Argens. Voilà. Vous savez qu'à Argens, donc Argens passe, le canal du Midi passe à côté de Argens, et donc là vous avez un port que j'ai photographié là aussi en hiver pour vous montrer les péniches, et donc il y a un des grands ports où les gens s'arrêtent pour faire des balades. Un des grands ports aussi, après le port Notre-Dame, qu'on évoquera tout à l'heure, c'est le port de Béziers, et j'en termine avec le port de Agde, qu'on évoquera tout à l'heure, si vous voulez bien, avec l'écluse ronde de Agde, et ce bâtiment VNF qui ne cesse de tomber en ruine, malheureusement, et qui montre un petit peu l'apogée et l'âge d'or du commerce fluvial. Après Agde, on remonte un petit peu l'Hérault et on prend donc l'écluse du Bagnas, et la dernière ligne droite de notre périple d'aujourd'hui, ce chenal taillé dans les marais sud de l'étang de Thau, qu'il vaut mieux voir d'avion, d'où la nécessité de mélanger les photos haut et bas. Et donc dans cette grande ligne droite ici, on débouche au sud de l'étang de Thau sur le phare des Onglous. Et le phare des Onglous, nous sommes partis tout à l'heure du point zéro, l'écluse de Garonne, et à 240 km, le PK 240, à l'altitude de la mer, puisqu'on est sur l'étang de Thau, on est à l'altitude de la mer, on arrive au bout du bout, et ici, vous avez un port qui a jadis servi, comme le port de l'Embouchure, à la même fonction. Parce que pour traverser l'étang de Thau, on ne peut pas le faire avec un cheval. L'étang de Thau, c'est large, il n'y a pas de chemin de halage. Donc il faut le faire à la voile. Et les bateaux qui n'étaient pas équipés de voile étaient obligés de faire du transbordement. Donc les péniches allaient s'arrêter ici, transborder les marchandises et dévoilier, les charger pour les emmener au bout du bout, qui est bien sûr 7 qu'on écrivait à l'époque comme ça, et pas avec un S et un seul T, qui est, comme vous le voyez, à 20 km. Alors maintenant, quand on passe donc sur le quai des Onglous, on a des bateaux voiliers qui vont faire de la voile sur des bateaux de mer, qui vont faire de la voile sur l'étang de Thau. Eux, ils sont munis de moteurs autonomes, donc c'est plus du halage. Ils peuvent continuer à traverser les 20 km, mais il y a quand même un panneau qui les met en garde. Parce que quand il y a du vent, c'est quand même dangereux pour ces bateaux de canal de s'aventurer sur l'étang. C'est pas la mer, mais presque. Et donc, on a là-bas au fond, en toile de fond, 20 km plus loin, le Mont Saint-Clair et 7.
Voilà ce que je voulais vous présenter pour la partie navigation, pour vous inciter un petit peu à prendre votre voiture, à aller louer un bateau et aller le découvrir vu du ciel. Pour la partie un petit peu technique, maintenant qu'on a dégrossi un petit peu la chose, eh bien, tout naturellement, je le disais à l'introduction, quand on s'intéresse au canal, la première chose qui passionne, c'est de voir un petit peu son tracé, c'est ce qu'on a brossé rapidement maintenant, mais c'est aussi ces fabuleuses machines que sont les écluses. Qu'est-ce qu'une écluse? Et donc, je voudrais un petit peu vous expliquer comment fonctionne une écluse. Qui sait comment marche une écluse? Ah! Bon, il y a au moins la main de l'éclusière, parce qu'il y a une éclusière, l'éclusière de Béteille qui est dans la salle, donc il faut au moins qu'elle lève la main, parce qu'elle, elle sait comment ça marche. Mais je suis ravi, parce que si personne ne sait comment fonctionne une écluse, eh bien, je vais vous l'expliquer, et je vais me régaler. Un sas permet de déniveler de 3 mètres en moyenne. Au temps de Riquet, l'écluse qui rachetait, on parle, une écluse rachète une hauteur d'eau. Et la hauteur d'eau maximum, c'était l'écluse de la Négra qui faisait 4 mètres de dénivelé. Donc en principe, en moyenne, c'est entre 1 mètre et 3 mètres. La plus basse, vous allez le voir, c'est Agde avec 44 cm, vous comprenez pourquoi. Et les plus hautes actuelles avec des portes en acier, c'est Bayard et Béziers à 6 mètres 20. Une écluse consomme entre 500 et 1000 litres et 1000 mètres cubes par bassinet, par passage. Un éclusage dure 10-15 minutes et l'électricité et la radiocommande a remplacé la manivelle dans le temps. Alors au départ, Riquet avait fait, avant de voir ces magnifiques écluses ovoïdes, Riquet avait fait des écluses à mur droit. Parce que c'est celle qui permet d'avoir le moins d'eau consommée à l'intérieur, c'est celle qui est le plus naturel. On a fait des murs droits. Je vous rappelle que Riquet est parti de l'écluse Garonne, il est monté le Vernet, le Minime, Matavio, Bayard, etc. Et quand il est arrivé du côté de Vic et Castanet, eh bien, les premières écluses ont commencé à marquer des signes de fatigue. Et comme il avait juré à Roy et à Colbert qu'il allait faire quelque chose qui allait défier le temps, qui était solide pour résister à l'éternité, eh bien, il a été pris un petit peu en défaut, donc il a dit, ben, je démonte tout et je refais. Et les écluses ont été refaites. Pourquoi? Ben, c'est pas bien compliqué. Si je fais un mur droit comme ça, quand la piscine, quand le bassin est plein, il n'y a pas de problème. L'eau et la terre s'équilibrent. Par contre, quand la piscine se vide, qu'est-ce qui se passe? La poussée de terre sur le mur fait que le mur va se fissurer. Et s'il se fissure, il risque de se casser la figure. C'est pas bon pour l'éternité. Donc je t'en casse et je recommence. Qu'est-ce qu'a pensé Riquet? Ben, il a pensé à la bonne clé de voûte d'antan du paysage roman. Hein. Je fais 2 piliers solides, j'arc-boute un édifice en arc de cercle, et là, la poussée de terre, quand la piscine est vide, résiste sans problème. Je suis allé trop vite là. Non? Voilà. Ok? Donc voilà pourquoi Riquet a fait des écluses ovoïdes et non pas rectilignes. Vous allez voir, certaines écluses sont rectilignes maintenant, parce que depuis on a inventé le béton armé, et avec le béton armé, il n'y a pas de problème, on fait des murs droits. Alors, puisque personne ne connaît les écluses, eh bien, il faut quand même quelques définitions. Vous avez une écluse, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une marche d'escalier, qui permet de descendre d'un niveau. Donc, on a ici un niveau amont, celui d'amont, et un niveau aval, avec une hauteur de chute, je le disais, qui est en moyenne de 2 à 3 mètres, et qui permet donc de faire passer un bateau du niveau haut au niveau bas, ou du niveau bas au niveau haut. La différence étant la chute. Il ne faut pas oublier que le bief, c'est une partie, une cuvette de canal qui est séparée par 2 écluses. Donc entre 2 écluses, on a un bief qui peut faire entre 150 mètres et 54 km sur le canal de Midi. Eh bien, il faut qu'il ait un tirant d'eau minimum garanti qui est actuellement de 1,40 m. On va dire 1,50 m pour faire plus vite. Et donc, vous avez le tirant d'eau amont, le tirant d'eau à aval. Au passage, je vous fais remarquer que la hauteur de porte d'une écluse, la hauteur de la porte amont, elle est strictement la hauteur du tirant d'eau, c'est-à-dire 1,40 m, 1,50 m. Par contre, la hauteur de la porte aval, elle est de la hauteur du tirant d'eau, 1,40 m, plus la hauteur rachetée de la chute. D'accord? Donc, elle est variable.
On a donc un bassin ou un sas, je dis des fois piscine pour rigoler, et les côtés latéraux qui sont de forme ovoïde, comme une olive, eh bien on appelle ça des bas-joyers. Et le fond de la piscine, on appelle ça le radier. Les dimensions, c'est 30 mètres sur les écluses de Riquet, avec 11 mètres sur la partie la plus arrondie, et à la gorge de la porte, c'est-à-dire la largeur maximum du bateau, c'est 5,50 m. Bon, moins, il ne faut pas qu'il frotte, donc avec 5,30 m, ça va. Ensuite, on a une porte amont, une porte aval, et on a au fond de la porte une ventelle, que vous pouvez écrire avec un E ou avec un A, comme vous voulez, vous ne ferez pas de faute d'orthographe. Ça, c'est des mots sympathiques, parce qu'on ne fait pas de faute d'orthographe, on peut l'écrire avec un A ou un E. Une ventelle aval, sur la porte aval, une ventelle amont. On va voir comment ça marche, cette affaire-là. Je vous ferai remarquer que les portes sont en V, ou tournées vers l'amont, de façon à s'arc-bouter à la pression de l'amont, pour pouvoir maintenir la porte pour pas qu'elle casse. Si elle était comme ça, elle se casserait. Et en plus, elles sont retenues au fond par un seuil qu'on appelle un busque, ce qui fait que ces portes s'appellent des portes busquées. Il y a la porte busquée amont et la porte busquée aval. Alors maintenant, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous allez tous comprendre à la fin, vous allez tous lever la main, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont levé la main. Alors, pour comprendre ça, on va faire un petit peu de physique, mais alors de la physique très élémentaire, atmosphérique. Si j'ai un tube, comme ça, vide, et que je remplisse avec un robinet ce tube, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se remplir, et ensuite, ça va monter, monter, et quand j'arrête le robinet, on a équilibre. Pourquoi? Parce que la pression atmosphérique qui s'exerce ici et là est identique, et donc on est au même niveau. D'accord? Ça, vous le comprenez? Mais alors, vous avez compris l'écluse? Non? Pas encore? Alors je continue. Si maintenant mon tube, je le ferme ici, et que je le remplisse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y a qu'un côté qui va se remplir. D'accord? On est d'accord? Bon. Par contre, maintenant, si j'ouvre le robinet, là, qu'est-ce qui se passe? Ça s'équilibre. Vous avez compris? Vous avez compris l'écluse? Pas encore? Alors je continue. J'ai ici une porte amont grande, petite, pardon, et une porte aval grande. J'ouvre la ventelle de la porte amont. Qu'est-ce qui se passe? Entre les deux côtés, comme les tubes, on va équilibrer les deux côtés. D'accord? Ah oui, mais attendez, il y en a qu'un qui est monté là. Pourquoi il n'est pas descendu celui-là? Parce qu'il y a toujours une alimentation du canal qui se fait par l'amont. Et ici, j'ai une petite piscine qui fait 30 mètres de long, alors que le bief ici, il fait 2 km, 8 km, etc. Donc si je prends un petit peu d'eau pour remplir là, eh bien, il vous faut prendre la loupe pour voir de combien descend le bief. Donc vous ne l'avez pas vu bouger. D'accord? Donc là, je vous ai expliqué la même chose qu'avec mon tube. D'accord? Si maintenant je ferme la ventelle amont et que j'ouvre la ventelle aval, eh bien, la pression atmosphérique va vouloir s'équilibrer entre les deux. Ici, vous voyez que ça ne monte pas parce que l'eau à l'aval s'évacue chez le voisin en dessous, etc. Et puis, il y a plusieurs kilomètres. Et ici, j'ai équilibre. Vous avez compris jusque-là? Alors, vous allez comprendre jusqu'au bout le fonctionnement de l'écluse. Donc, on va se retrouver à notre éclusière qui est dans la salle. Parce que là, je lui avais fait quand même une petite surprise. Je ne sais pas où elle est. Elle n'osera plus lever le doigt maintenant. Et donc, on va aller avec l'éclusière de Béteille, voir comment fonctionne son écluse. Alors, l'électromécanique a remplacé, bien sûr, le jeu de coude. Et maintenant, donc, on a des moteurs électriques qui permettent, avec une crémaillère et une dent cannelée, de faire monter cette tige pour pouvoir ouvrir la ventelle. Alors, je vous ai fait les photos ici d'une écluse inférieure de Fonserrane qui fonctionnait avec une manivelle et qui maintenant, vous voyez, c'est même plus glérissé, etc. Ça ne marche plus. Donc, ça permettait de voir que bon, les écluses d'antan, sans les cerveaux aux commandes. Et la ventelle, ben pour la voir, la ventelle, vous ne la verrez pas quand c'est en eau. Il faut aller, là aussi, en période de chômage, quand le bief est asséché. Et là, je vais pouvoir voir ces petites fenêtres avec ces portes guillotines
qui sont de part et d'autre. Vous voyez qu'il y en a 4, avec des tiges ici qui arrivent sur les moteurs, et que notre éclusière va faire monter ou descendre. Donc, ça, évidemment, on ne le voit qu'en période de chômage. Vous avez ici donc, la porte guillotine, ici sur notre écluse. Ici, on est à l'écluse de Sauzens. Et la première des précautions qu'il va falloir faire quand on met un bateau dans le sas d'une écluse, c'est l'amarrer correctement. Donc, on le met enfin, on l'amarre là. Et tant que les ventelles sont fermées, vous voyez que la pression, ici, vous avez des fuites, hein, donc il y a toujours un petit peu d'eau qui sort, mais ce n'est pas un problème, il faut toujours réalimenter l'aval par l'amont, donc les fuites sont normales et recherchées pour pouvoir alimenter en aval. Donc vous voyez, ici, ça fuit un petit peu, ça permet d'alimenter en dessous. Par contre, quand on appuie sur le bouton et qu'on lève la ventelle, là, il y a la pression qui gicle, parce que, selon le principe physique que je vous ai présenté tout à l'heure, le bief amont, ici, cherche à s'équilibrer de l'autre côté, et donc à remplir notre piscine. Donc, ça va bouillonner, petit à petit, ça va passer sous la surface de l'eau, donc ça bouillonnera moins. On commence à voir le bief supérieur, et quand on arrive à l'équilibre entre les deux, les portes s'ouvrent, et à nous, l'aventure, on peut passer ici à l'écluse du Fresquel. Alors, l'écluse de bétail, je l'aime bien, tout d'abord parce qu'il y a notre éclusière dans la salle, mais aussi parce que le jour où il y a eu les réparations, son mari Jean-Marc m'avait convié, et je suis allé voir comment fonctionnait une porte, parce que je vois les choses d'en haut, mais j'aime bien aussi comprendre et les voir d'en bas. Donc pour ça, il faut y aller un jour exceptionnel, le jour où on fait la rénovation des portes. Vous voyez ici les ventelles, on va tourner pour les mettre bien sûr vers l'amont, ici, et on va positionner l'écluse qui vient d'être réparée. Alors, tant que c'est en période de chômage, ça me permet de vous montrer le busc, le seuil, le perron, que vous ne voyez pas évidemment quand c'est en eau. Donc là, vous avez la flèche ici. On a l'amont et l'aval. La flèche, c'est toujours vers l'amont, pardon, est donné par le centre de la flèche de la porte. Hein. Donc, si je vais sur l'écluse de Ville-du-Bert, ici, eh bien, vous avez la flèche comme ça. Dites-moi où est l'amont, où est l'aval. Amont, aval. C'est vu? Ouais. Ici, je suis à l'écluse de l'évêque. Allez, amont, aval. Amont, aval. Donc vous comprenez bien que quand la porte se ferme et que la pression d'eau en amont pousse, eh bien, la porte est bien calée, bien solide, et il n'y a pas de... Il y a juste les fuites qui permettent d'évacuer l'eau. Ça c'était pour les ventelles. On a vu le bas de la porte. Maintenant il faut voir comment elle tient cette porte. Eh bien, cette porte, elle tient par un tourillon. Vous voyez, remarquez le travail de nos tailleurs de pierre de Riquet à l'époque, hein, qui savaient tailler comme ça, là, pour faire juste, parce qu'évidemment, plus c'était ajusté, plus c'était fin, et moins il y avait de fuite. Donc il fallait vraiment que ce soit parfait. Et à l'époque, c'était des portes en bois. Et donc dans cette gorge ici, on va venir fixer dans la porte tourillon, le mât tourillon de la porte, et ce collier ici va venir se claveter pour fixer le haut de la porte. On peut aussi, sur les temps modernes, maintenant, sur les portes en acier, avoir des pas de vis de réglage, etc. Mais ici, j'attire votre regard sur ça, ici. Ça, c'est ce que les agents VNF appellent de façon imagée et poétique la note de musique. Pourquoi? Parce que ce joint, il a la forme d'une note de musique. Il est creux au milieu et il va permettre d'assurer la meilleure étanchéité. Alors, du temps de Riquet, ça se faisait avec du bois. C'est comme les barriques, ça. L'écluse calquesestan, quoi, comme disaient les anciens, avec les barriques. Donc, avec des joints en bois, on estanquait au maximum la porte. Maintenant, avec les portes en acier, on joue de la musique, on met des notes de musique pour pouvoir estanquer tout ça. Et donc, voyez le haut de l'écluse, ça tout le monde peut le voir, avec le bracelet qui le maintient, avec éventuellement, vous voyez, c'est du costaud, hein. C'est bien sûr graissé. Dans les temps anciens, les tourillons étaient en bois, c'était carrément des troncs, armés en fer évidemment. Ça c'est la porte aval de Fonserrand. Et puis, le jour où je suis allé voir à Béteil ce changement de porte, eh bien j'ai pu voir une porte en dessous.
Et sous la porte, vous avez, pour que la porte d'écluse lourde repose sur une partie mâle qu'on appelle la crapaudine, le bas de l'axe de la porte est creusé et sphérique. Et donc, les portes d'écluse, hein, les écluses ne peuvent pas avoir des gongs comme une porte normale. Hein, ça s'arracherait, ça ne tiendrait pas. Donc, le poids de la porte appuie sur la crapaudine. Et pour qu'il puisse tourner, eh bien, il y a une partie femelle dans la porte qui permet de tourner autour de cet axe tourbillon. Et là, ce jour-là, et exceptionnellement, j'ai pu voir une crapaudine. Donc je me suis dépêché de faire une photo, parce que j'ai dit un jour, je le montrerai dans mes diaporamas, et ça sera un scoop, parce que personne n'a vu une crapaudine à Béteil. Sauf moi. Donc je tiens le scoop. J'étais fier comme un tabac. Parce que personne n'avait vu une crapaudine. Eh bien non. Alors là, j'étais très déçu, parce que tout le monde voit des crapaudines. Vous n'avez jamais vu de crapaudine? Mais que faites-vous le dimanche? Vous n'allez pas vous promener du côté de Fonserrane? Alors là, ça a été mon rêve brisé. Le jour où je suis arrivé à Fonserrane, quand ils ont fait les réparations, eh bien, tout le long de la pente, il y a des crapaudines en veux-tu en voilà. Et donc, tous les touristes, qui sont des milliers, Fonserrane, c'est le site le plus visité de l'Hérault et un des sites majeurs du canal du Midi. Eh bien, tous les touristes qui vont à Fonserrane voient des crapaudines. Alors, mon scoop est complètement coupé, là j'ai mon effet brisé. Alors j'espère quand même que tout le monde n'est pas allé à Fonserrane et que ce soir je vous aurai appris quelque chose avec cette fameuse crapaudine ici à Fonserrane. Alors avant de positionner la porte, il y a mon petit-neveu avec son chef qui sont en train de graisser la partie femelle de la porte pour pouvoir la poser. Parce que quand on dispose d'une porte comme ça, c'est pour les 10, 20, 30 ans à venir. Hein. Donc il faut bien le faire, bien le caler et bien le positionner dans l'axe tourillon. Donc j'avais quand même participé à quelque chose d'exceptionnel et je m'étais dit un jour, je le présenterai. Alors maintenant que vous avez vu comment fonctionne une écluse, avec Chris, eh bien on va rentrer, si vous voulez bien, dans l'écluse de Carcassonne, en passant sous le pont Marengo. Le casque est obligatoire, regardez, 3,50 m de tirant d'air, ça passe juste, là il est en train de guider son barreur, et on rentre dans l'écluse. Vous avez ici, au-dessus de la porte, tout ce qui se déverse, le supplément du bief amont qui se verse dans le bief aval, pour pouvoir alimenter le canal de loin en loin. Et donc, on va amarrer, vous voyez, le bateau est parfaitement amarré. Quand on ouvre les ventelles, eh bien, ça décoiffe et on se retrouve au-dessus sur la partie supérieure. Est-ce que vous avez compris comment fonctionne une écluse? Ou est-ce que je vous en remets une petite couche encore, peut-être, avant l'interrogation écrite? Oui? Allez, je le fais vite fait, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas trop compris. Alors, le bief amont et le bief aval, la chute rachetée, ça, on a vu. Le sas ou le bassin, c'est quelque chose qu'on peut remplir ou qu'on peut vider, ça s'appelle une bassinée. Et évidemment, ce que j'ai oublié de vous dessiner, ce sont la petite porte amont et la grande porte aval. Donc une écluse, c'est tout con, c'est tout bête, il fallait y penser. C'est une porte simple, petite amont, un bassin et une grande porte. Alors maintenant, comment ça marche cette affaire? Eh bien, si j'ai un bateau qui arrive en amont et qui veut rentrer, la première des choses, ça va être d'équilibrer les forces entre les deux côtés de la porte. Donc j'ouvre ma mantelle amont, ça dégouline, ça remplit la piscine, et quand l'équilibre des forces sur la porte amont est correct, eh bien je peux ouvrir ma porte et le bateau peut rentrer. Quand le bateau est rentré, je ferme la porte et je vais pouvoir ouvrir la ventelle aval qui va vidanger pour équilibrer les forces entre les deux côtés de la porte. Quand c'est équilibré, eh bien on appuie sur le bouton pour ouvrir les deux vantaux et la péniche sort. Si j'ai une péniche qui rentre, on va aller plus vite, je ferme la porte, j'ouvre la mantelle amont, je remplis la piscine et quand c'est plein, on ouvre la porte et le bateau sort. Voilà comment ça se passe
Donc c'est compris. Alors maintenant qu'on a vu le dessin animé, pour vraiment enfoncer le coup, et puis tout à l'heure, quand on dégustera le cru Malepère, on fera une interrogation écrite. Non, il n'y a pas d'écluse, non, mais on éclusera quand même aussi. Je vais vous montrer donc toujours une écluse qui m'est chère. L'écluse de Béteille, avec l'arrivée d'un bateau, ici. On va équilibrer le bassin avec le bief amont. Quand c'est équilibré, on ouvre la porte, on fait rentrer la péniche, on referme la porte, on amarre la péniche, on ouvre les ventelles aval et le bassin se vidange. Quand il est vidangé et équilibre entre le sas et l'aval, on ouvre et le bateau peut sortir. Si j'ai un autre bateau qui arrive et qui veut passer, eh bien, on ferme la porte à val et les ventelles, bien évidemment. Regardez les ventelles amont qui s'ouvrent, on équilibre. On ouvre la porte, quand c'est bon, voilà. On va fermer la porte, on va ouvrir les ventelles à val et le bateau va descendre. Donc maintenant, quand vous irez voir une écluse, parce que c'est quand même une attraction, eh bien, vous suivrez un petit peu les étapes et vous comprendrez peut-être mieux le fonctionnement. Là, il y a un bateau qui rentre, donc on va refermer la porte et refermer les ventelles aval. On ouvre à nouveau les ventelles amont et le bateau va pouvoir partir. On se permet un petit looping, ça les pilotes ne peuvent pas s'en passer. Voilà ce que je vais vous présenter sur le fonctionnement de l'écluse. Je pense que ça fait partie des choses élémentaires et majeures. Je fais ça notamment avec les écoles. C'est une petite animation que je présente aux enfants et croyez-moi, ils adhèrent. Donc j'espère que vous, adultes, ça vous a plu aussi. Merci. Pour faire un petit peu la synthèse, on est, voilà la coupe du canal du Midi. Donc le point le plus haut, c'est le point de partage et le bief de partage qui fait 5 km de long, entre les deux écluses que je vais vous montrer. Et vous avez ici, en marche d'escalier, jusqu'à Toulouse, actuellement 15 écluses, qui permettent de racheter une hauteur de 58 mètres en 52 km. Et de l'autre côté, on a 48 écluses en service, ce qui fait un total de 63 écluses actuellement en service, parce que quand vous regardez des bouquins, des brochures, etc., on ne vous donne jamais le même nombre. Au début, ça m'énervait, parce qu'un coup, on vous dit 63, un coup 62, un coup 64, etc. Donc, je les ai comptés, je vous garantis qu'il y a 63 écluses actuellement en service. J'attire votre regard sur le grand bief, ici, entre l'écluse d'Argens et l'écluse de Fonserrane. On a un bief qui fait 54 km de long, qui suit les courbes de niveau parfaitement, donc qui est le plus grand. Le plus petit, c'est entre les deux écluses de Fresquel, il fait 150 mètres. On arrive au point 0, du point 0 au point 240 aux Onglous, et ensuite 20 km, donc 7 Toulouse, 260 km en bateau. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer les 63 écluses, sans compter celles qui n'existent plus, qui sont enterrées, démontées ou à l'abandon. Je vais simplement me contenter déjà de vous montrer la première, celle que j'ai numérotée en 1, en descendant sur le versant atlantique. C'est l'écluse, la bien nommée de l'océan, qui est aux sorties de... Vous avez le seuil de Naurouge juste au-dessus. L'altitude de son bief supérieur est à 190 mètres d'altitude, et on est au PK 51610, on est à 51 km de Toulouse. On a une hauteur de chute rachetée de 2,62 m en une bassinée, et devant nous, à nos pieds, la prochaine écluse est à 4 km 157. On a ici donc l'écluse en version été. Alors en version été, c'est bien parce que c'est ombragé, les touristes se régalent avec leur bateau dessous, mais par contre, c'est quand même plus joli en hiver quand c'est décharné et qu'on peut mieux voir la forme ovoïde caractéristique de ces écluses.
Ça c'est la numéro 2, c'est le versant atlantique. La numéro 15, donc la dernière, remarquez que c'est une écluse qui a été remaniée, qui est en béton et donc verticale. C'est l'écluse du Béarnais, qui est la dernière, puisque la suivante, l'écluse de la Garonne, n'existe plus. De l'autre côté, on va partir à la première jusqu'à la dernière en allant vite. Donc l'écluse de la Méditerranée est à 56 km 600 de Toulouse. On est toujours sur l'altitude de 190, puisqu'on est sur le bief de partage, la partie la plus supérieure, avec cette forme au sol caractéristique. Quelques écluses, vous voyez que les portes font 1,50 m, hein, c'est la porte supérieure ici, Guillermin, Perruque. Souvent en aval des écluses, vous avez un pont, et la dernière simple, ici, qui a été défigurée par Fraissinet, vous voyez qu'elle a été rehaussée, on va le voir tout à l'heure, c'est l'écluse numéro 48. On a 45 écluses simples, on en a 12 écluses doubles, comme l'écluse de Roc, ici, avec 2 sas, on rachète donc plus, 5,58 m en 2 bassinets. On a ici l'écluse de Pêche-Laurier, 4,63 m, juste avant Argens. Celle-là, c'est celle qui fait la couverture de mon livre. Elle est magnifique, avec son pont de pierre au milieu. C'est l'écluse du Sanglier et l'écluse de Lorentz. Alors oui, on passe aux écluses à 3 sas. Il y en a 4 uniquement sur le canal. Autour de Castelnaudary, Lorentz avant et Viviers ensuite. Et ensuite, on a Trèbes et Fonfil. Celle-là, elle est sur la 113 avant l'entrée de Castelnaudary. Ensuite, on arrive sur Trèbes, avec 3 sas également. Là, c'est la sortie de Trèbes. Et sur la route biterroise, non, ça c'est Trèbes, pardon. Et on arrive enfin à Fonfil, la dernière des 4 écluses triples, qui se situe juste à côté de la route. Là. 1, 2, 3. Donc c'est quand même magnifique, c'est des ouvrages à voir et à visiter. Celle-là, elle est facile, vous pouvez garer votre voiture ici et voir un petit peu comment ça se passe. Donc vue d'avion, c'est quand même magnifique, ces formes comme ça. Et je vous propose de venir ici, avec le Windsor, pour monter les, je ne sais plus combien, je vais vous dire combien de dénivelé, je vais avoir 8 mètres à peu près. Donc là on est à l'entrée, donc c'est quand même assez panoramique quand on arrive, parce que les portes intermédiaires sont des portes qui ont la hauteur du tirant d'eau, plus la hauteur rachetée. Donc ce sont toujours des hauteurs d'eau assez spectaculaires, là, avec ces cascades qui dégoulinent. Vous voyez qu'Étienne va s'appliquer à bien, il a posé l'appareil photo, là, c'est moi qui photographie, il fait l'arrimage. Il va falloir que tu viennes me changer les piles, tiens, s'il te plaît. Et donc, on a donc le deuxième sas, avec donc la mise en pression ici, et on va arriver donc, voilà, on s'envirine à nouveau, encore une hauteur, et là on arrive sur la porte amont, donc 1,50 m de hauteur, et on arrive donc sur le bief supérieur. Donc moi j'ai rien fait pendant ce temps, je regarde la manœuvre, et on arrive donc à hauteur, donc on a pratiquement fait 8,73 m en 3 bassinets. Voilà, on arrive sur la partie supérieure et on peut continuer sur d'autres horizons. Il n'y a qu'une seule écluse qui fait 4 sas, c'est l'écluse de Saint-Roch qui est à la sortie de Castelnaudary avec plus de 9 mètres à racheter. Alors, on est juste en amont là, au moulin, en version asséchée et version amont, avec sa porte amont et ses ventelles. Et ici, en vue aérienne, 1, 2, 3, 4 sas, on a 9 mètres 42 de hauteur d'eau rachetée. Parmi les écluses notables, même si elles sont modernes, vous avez ici l'écluse de Bayard, à 13, la numéro 13, qui fait une hauteur de 6 mètres. Riquet avait fait 2 sas. Mais quand on l'a passé à la norme Fraissinet, eh bien on l'a bétonné, et regardez quand le sas est vide, ça fait quand même un sacré volume. Hein. Il y a quand même 6,20 m de dénivelé. Et ici donc, la hauteur. Alors, quand on dit 6,20 m, la porte, elle ne fait pas 6,20 m. Elle fait 6,20 m plus les 1,50 m de tirant d'eau. Hein. Donc, quand je donne des hauteurs de chute, il faut penser à rajouter la hauteur du tirant d'eau.
Alors, une autre écluse, c'est l'écluse de l'Aurore, la numéro 41, qui fait 6 mètres 19, qui donne des portes en métal modernes, qui ont été refaites avec des murs en béton droit, mais c'est quand même des choses assez caractéristiques. Étienne, tu peux venir changer les piles, sinon on va tomber en panne. Je finis cette évocation des écluses avec la norme Fraissinet, qui est une norme qui régit les dimensions des écluses. Cette norme a engendré de nombreux travaux sur la fin du 19e et début 20e sur les canaux français, sauf sur le canal du Midi, qui est resté dans sa petite léthargie et qui a attendu patiemment les années 70 pour qu'enfin on fasse le canal latéral et à partir de 1977 le canal du Midi. Entre 1975 et 1984, on a fait donc des écluses à la norme Fraissinet, c'est-à-dire qu'on est passé de 30 mètres à 39 mètres. On a rallongé les écluses. Je vous montre ces deux ici parce que celle-ci, elle est réputée être la plus petite du canal. Donc une péniche qui passe à Saint-Martin, elle passera de part en part. Et celle-ci, c'est la dernière avant le Grand Bief de 52 km. Alors, la norme Fraissinet, elle avait commencé à être faite sur le canal du Midi en Toulouse en remontant, et ils se sont arrêtés en aval de l'écluse du Sanglier. La dernière mise aux normes, c'est l'écluse de Aiguevive. Et donc, les péniches de 40 mètres peuvent arriver jusqu'au pied du Sanglier, mais ne peuvent pas aller au-delà. De l'autre côté, on a commencé à équiper de Agde à Béziers, et on a commencé à équiper de Port-la-Nouvelle à la jonction. Tout naturellement, ce tronçon ici, entre Fonserrane et Argens, il n'y a pas d'écluse, donc il n'y a pas de mise aux normes à faire. Donc c'est d'autant de gagner. Mais par contre, on va le voir tout à l'heure, Fonserrane n'est plus accessible aux péniches. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un énorme gouffre financier qui a servi à rien, parce que de toute façon, il n'y a pas une écluse, il n'y a pas une péniche Fraissinet qui peut, à l'heure actuelle, passer d'un bout à l'autre, puisqu'il manque 117 km de Sanglier à Argens qui n'ont pas été faits. Et tant mieux, parce que sinon notre canal ne serait pas resté dans son jus originel tel qu'on le connaît actuellement. Alors, on va voir quelques écluses pour finir Fraissinet. Regardez bien et observez pendant que on... Quand vous allez à Toulouse, vous passez le long de la 113 ici. Prenez la peine de vous arrêter et de monter sur la passerelle ici, où vous allez pouvoir voir de part et d'autre l'écluse de Riquet qui était double, un sas amont, un sas aval. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le sas amont, il est déséquipé, il n'y a plus de porte, d'accord? Il ne fonctionne plus. Ça s'est rappelé. 1, 2, 3, et ça marche. Et si je me retourne de l'autre côté, l'ancienne écluse de Riquet, merci Étienne, l'ancienne écluse de Riquet qu'on voit ici et qui avait une porte là, a été rehaussée avec du béton et prolongée de 10 mètres pour qu'il y ait une porte en béton, en acier, pardon, qui rachète en une seule bassinet la hauteur que Riquet avait fait en 2 sas. Alors, toutes les écluses qu'il y a sur le versant toulousain, à partir de celle-là, par exemple l'écluse de Montgiscard, c'est pareil. Vous avez ici, regardez, l'écluse originelle, l'écluse massacrée, parce qu'évidemment, l'écluse de Riquet, elle est en dessous. Hein. On a remonté en béton en suivant la forme ovoïde et on a prolongé en forme rectiligne. Et là, le cyprès me gêne un petit peu. Donc, si je fais une vue aérienne en travers, vous voyez bien que la porte, elle n'y est plus. Donc, le bief amont, il arrive ici. Ça, c'est la porte amont, ça, c'est la porte aval. Et toutes les écluses suivantes ont été massacrées. Et pareil sur le versant méditerranéen. Celle-ci, elle n'est pas sur le canal du Midi, et elle est sur le canal de la Robine, mais c'est le seul exemple où je peux vous montrer, juste à poser, une norme Riquet et la norme Fraissinet. Cette écluse, qui n'a pas été faite par Riquet, parce que c'est pas Riquet qui a fait bien sûr la Robine et la jonction, mais qui a été faite en 1872, elle était destinée à faire passer des bateaux de gabarit 30 mètres, donc c'est la norme Riquet. Et dans les années 70, 80, quand on a voulu mettre le canal de la Robine à la norme Fraissinet,
Eh bien, à l'île Sainte-Lucie, l'écluse de Lucie, ils ont préféré la juxtaposer à côté. Donc, ça permet de voir les deux gabarits côte à côte. C'est le seul exemple qu'il y a, donc je me fais un plaisir de vous le montrer. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Si vous en voulez encore, on peut faire sur 10 minutes Fonserrane, qui est quand même fabuleux, et sinon on en reste là. Jean-Marc, Fonserrane, on le fait, oui. Vous en voulez encore? Alors on finit avec Fonserrane, peut-être, parce que je pense que ça fera 10h30 si on peut déguster les bons crus de la Malepère. On va finir, si vous voulez bien, avec Fonserrane, et puis on va garder les autres chapitres pour l'an prochain, si vous le voulez bien, et si vous revenez aussi nombreux. Alors Fonserrane, c'est un petit peu la figure emblématique du canal du Midi. C'est juste avant l'arrivée de Béziers. Hein, on a ici donc le canal qui arrive du Somail, avec la jonction ici, etc. Bon, tout ça, c'est des choses que je présente dans les canaux du Midi et du ciel. Mais aujourd'hui, et pour finir, je voudrais vous parler de l'écluse de Fonserrane, qui est vraiment une mine de défis technologiques. Le premier défi technologique, ça a été bien sûr de descendre 21 mètres de dénivelé en arrivant du Grand Bief qui faisait 54 km. Cette porte à Mont ici retient 54 km de flotte dans le Grand Bief. Et on descend ici en marche d'escalier de 21 mètres en 300 mètres et en 8 bassins. On arrive sur un bief qui nous amène sur le port de Notre-Dame, qui est une gigantesque friche industrielle maintenant. L'écluse de Notre-Dame à 2 sas, et on tombe dans l'Orne, on traverse l'Orne pour aller continuer le canal de l'autre côté. Ça a fonctionné, évidemment, c'est 1979 au moment de la mise en service du canal. Par contre, donc, au moment où on a fait le pont-canal sur l'Orne en 1857, on a abandonné les 2 derniers bassins pour n'en utiliser que les 6 premiers, et en 1984, on a fait la pente d'eau que vous voyez ici. Donc c'est ces trois techniques et défis technologiques que je voudrais vous présenter à Fonserrane, qu'on écrit avec un N ou 2 N selon votre humeur. Alors voici le plan d'époque de Riquet. L'écluse octuple de Riquet est inspirée de l'écluse sextuple de Hugues Cornet, réalisée en 1642 sur le canal de Briare, qui relie la Loire à la Seine et qui se situe à Rosny-les-Sept Écluses dans l'Yonne en 89. Riquet était un génie, mais il n'a pas tout fait, il n'a pas tout inventé. Il n'a certainement pas inventé un canal. Les canaux, les Hollandais, les Chinois, les Italiens, comment il s'appelle, Cornier, savait le faire avant lui, et ils ont perfectionné le système. Lui, il a eu le génie de faire le système alimentaire, ça vaut bien un diaporama, on en parlera une autre fois, mais Riquet n'a rien inventé sur le canal. Il a pris ce qui était bien ailleurs, et il l'a fait chez lui. Et donc, l'écluse sextuple fonctionnait, mais lui, il a fait une écluse octuple. Alors, Fonserrane, c'est une hérésie mathématique. On parle de 6, de 1, de 7, de 8, de 9 écluses. Il y a même un restaurant qui s'appelle le restaurant des 9 écluses. Mais attends, il n'a rien compris, le restaurateur. À Fonserrane, il y a une écluse de 8 bassins, ça veut dire qu'il y a 9 portes, et qu'il y a 9 niveaux sur une écluse qu'on appelle octuple. C'est un escalier de Neptune qui a donc 8 marches. Et depuis 1857, il n'y a plus que 6 bassins en service. Les 2 derniers sont abandonnés. Alors, ça c'est ma définition. Maintenant, regardez, je ne dis pas de conneries. Il y a 8 bassins. Les 2 derniers en orange ne sont plus utilisés actuellement. Et les portes, il y en a toujours N plus 1. Quand il y a une écluse, un sas, il y a un sas et 2 portes. Quand il y a 8 sas, eh bien, il y a 9 portes. Et il n'y a pas 9 écluses, comme dit le restaurateur. C'est une connerie. Donc il y a 9 portes, et actuellement, on s'arrête à la 7e porte. Alors, ça c'est une photo que je n'ai pas faite, je n'étais pas encore pilote, je devais encore téter au biberon à cette époque-là, c'est dans les années 60, on voit les 6 écluses en service et les 2 abandonnées, et la pente d'eau, évidemment, de 84, n'existe pas encore. Alors, vue du sol, c'est aussi panoramique, ici on a une vue plongeante sur la partie supérieure,
ça montre bien quand même, c'est quand même fabuleux, quoi. C'est en 1779 qu'on a fait ça, en 1679. Regardez ce qu'on appelle l'escalier de Neptune, le bien nommé, il porte bien son nom, c'est toujours très photogénique. Et donc, deuxième défi technologique sur Fonserrane, outre ces 8 bassins de l'écluse octuple, eh bien, c'est en 1857 la déviation qui va être faite, puisque le canal, jusque-là, arrivait au port Notre-Dame, avec une écluse double qu'on appelle l'écluse de Notre-Dame, qui est en ruine actuellement. On débouchait dans l'Orbe, on se laissait couler dans l'Orbe jusque-là, et ici, on reprenait une portion du canal du Midi pour aller vers Agde. Ça, c'était avant le pont de Maguès sur l'Orbe qui est ici, avec un nouveau port qui a été créé. La bifurcation ici, l'embranchement du canal royal est maintenant abandonné, c'est juste une prise d'eau. Et ici, la portion entre le bas de Fonserrane, le port Notre-Dame, l'écluse et la sortie ici, ça aussi, ça n'existe plus, puisque maintenant il y a cette déviation qui passe au-dessus. Alors sur l'ancien plan, je vais vous faire le tracé de ce que vous voyez sur Google. À la sortie du 6e bassin, on prend ce bief, on passe au-dessus du pont, on a le port, l'écluse de l'Orbe et l'écluse de Béziers, et on abandonne cette partie et cette autre partie. Voici ici donc le pont de l'Orbe, qui est un des derniers grands ouvrages qui a été fait sur le canal, 240 mètres de long, 12 mètres de haut, 218 mètres, 218 de large, non, 20, je me suis trompé, il y a 21 de large avec un double chemin de halage. Et ici, vous avez le débouché de l'ancien canal royal qui arrive du port Notre-Dame, et un petit peu plus bas, donc, on a branché sur l'autre. Et voici donc la bifurcation qui est faite. On s'intéressera tout à l'heure à la pente d'eau, mais pour l'heure, il y a quelque chose qui m'avait interpellé. Quand on voit les plans d'époque, ici, on voit un bassin en V, et regardez, il y a 3 portes. Alors, quand j'ai fait mes photos aériennes, que je suis passé ici, il y a quelque chose que j'ai trouvé bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fout cette porte? Parce que quand on sort du bassin 6 ici, eh bien, on est sur le bief qui va vers le pont, et cette porte-là, on n'en a rien à foutre, ça ne sert à rien, elle est toujours ouverte. Je suis allé la voir en bas, j'ai vu qu'elle était pas mal ruinée, mais il y avait une porte. Alors vous savez, je suis curieux de nature, et donc ça m'a un petit peu travaillé, et je m'aperçois que cette porte, elle est en flèche comme ça. Vous avez l'amont ici, vous êtes d'accord, la sortie de Fonserrane, et ici vers le pont, on est dans l'aval. Qu'est-ce que je vous ai expliqué tout à l'heure? Que ici il y a l'amont et l'aval. Il y a quiconque est truc, Rocky. Donc ça, tant que je n'ai pas compris, il a fallu que je cherche à comprendre. Donc je vous laisse réfléchir à quoi peut bien servir cette deuxième porte. Eh bien, cette surface d'eau reste toujours à ce niveau-là, parce que les barques, quand elles sortent du SAS 6, elles partent vers le pont. D'accord? Mais les anciens se sont quand même, parce que pendant un moment, évidemment, il y a eu la cohabitation des deux, et le port Notre-Dame devait pouvoir continuer à être accessible. Et pour aller au port Notre-Dame, une péniche qui arrivait de Paramont, ici, eh bien, il fallait que ce bassin descende au niveau du bassin 8, le bassin 8 descende au niveau du bief aval, pour que les péniches puissent aller à Notre-Dame. Mais alors, quand on vide ce bassin, s'il n'y a pas de porte là, qu'est-ce qui se passe? On vidange tout le bief aval jusqu'à l'écluse précédente. Alors, comme un schéma vaut mieux qu'un long discours, eh bien, regardez, quand on a construit sur l'écluse octuple, à partir de la sortie du bassin 8, du bassin 7 plein, la déviation du pont, quand les barques sortent du bassin 6, on s'en va, amont, aval, il n'y a pas de problème. Par contre, je veux aller vers le port Notre-Dame. Donc on va vidanger le bassin 7, on va vidanger le bassin 8, et mon bateau va pouvoir partir à Notre-Dame. Mais alors, il faut pouvoir fermer avec l'amont vers l'aval, il faut pouvoir fermer ça. Ah, j'étais content et soulagé quand même. Parce que j'ai enfin compris pourquoi il y a de porte qui m'interroge. Alors,
Ben, vu l'heure, ça sera le clou du spectacle. On va finir avec quelque chose de fabuleux, et qui est une friche industrielle. Ça s'appelle une pente d'eau, on l'appelle plan incliné, on l'appelle ascenseur à bateau. Il faut savoir que sur ces écluses, à la forte saison, il y a 10 000 bateaux par an qui passent à Fonserrane. Ça représente 60 bateaux par jour entre juillet et août. Une bassinée, je vous avais dit, dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Quand vous en avez 6, ça fait plus d'une heure. Et quand il faut attendre que ceux qui descendent soient passés pour enchaîner avec ceux qui montent, eh bien, vous y passez la matinée à Fonserrane. Et donc, l'intérêt de la pente d'eau, c'est que le système se manœuvre en 6 minutes, mis à part les manœuvres d'approche et de départ. Donc disons qu'en 10 minutes, un quart d'heure, vous avez franchi tout ça. Donc c'est merveilleux, c'est magnifique. Et c'est unique, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez donc cette machine. Il existe 2 pentes d'eau en France. Montèche, qui a été une première mondiale inaugurée en 1973, qui a arrêté de fonctionner en 2009. Et Fonserrane, qui a été inaugurée en 1984, après 2 ans de travaux. Toutes ces 2 pentes d'eau sont l'œuvre d'un architecte qui s'appelle Jean Aubert, et toutes 2 sont friches industrielles hors service. C'est-à-dire que ça a été du pognon balancé par la fenêtre, qui n'a quasiment pas servi longtemps. Ici, on a une motrice électrique à 18 roues sur une pente de béton à 5%, et à Montèche, c'était une diesel. Alors, voilà cette machine. Alors, on ne peut pas trop la voir, donc c'est une friche industrielle que personne n'entretient. VNF, ben, ça ne marche plus, donc ils s'en foutent, hein, ils ne l'utilisent plus. Le patrimoine, eh bien, parfois, hein, c'est une friche industrielle, il y a un échec technologique, donc personne ne veut la reprendre ni entretenir. Et on ne peut pas trop l'approcher. Donc moi, je suis allé la voir du ciel, et pour vous expliquer comment elle marche. Alors, devant, il y a ce qu'on appelle un point d'eau qui fait 40 mètres. Parce que le but, c'était de faire passer rapidement, mais surtout de mettre aux normes les plus obtubes. Parce que les plus obtubes, vous comprenez que pour faire des bassins de 40 mètres, il fallait tout casser. Donc on ne casse rien, on fait à côté. Et donc ici, vous avez des bassins à la norme Riquet à 30 mètres, et ici, vous avez un point d'eau à 40 mètres. Et alors, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui l'a vu fonctionner, cette pente d'eau? Je serais curieux, oui. Ah, maquette. Mais vous ne l'avez jamais vu pour de vrai. À l'époque, les drones n'existaient pas. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui l'avait vu fonctionner. Mais pas en maquette, mais en virtuel, vous pourrez dire que la Campou vous a montré comment fonctionne Fonserrane. Regardez. La locomotive descend avec son point d'eau, 6 minutes, et elle remonte en poussant le coin d'eau pour ramener le bateau que je n'ai pas dessiné sur la partie amont. Est-ce que vous avez compris? Dites-moi non pour que je puisse vous l'expliquer. Ce sera le clou du spectacle, rassurez-vous. Après j'arrête, hein. Il n'y a plus de piles après, Étienne nous les a changés déjà une fois, donc je change plus. Alors, pour que vous compreniez comment fonctionne la pente d'eau, parce que ça m'a travaillé, donc il fallait que je comprenne comment ça marche. Eh bien, vous avez un bief amont avec une porte. Amont, ça, pas de problème, je vous ai bassiné avec les écluses classiques, c'est la même chose. Et vous avez ce qu'on appelle un coin d'eau, c'est-à-dire c'est un volume vide qui est retenu, parce que vous avez vu sur la photo aérienne que la petite locomotive, la petite motrice, elle est à cheval comme une sauterelle sur une cuvette en U qui est vide. D'accord? Et bien cette cuvette en U, elle est barrée, étanchéisée par ce qu'on appelle par une porte, mais un bouclier, qui retient un coin vide sur la pente d'eau. Comment ça va bien marcher ça? Eh bien, toujours pareil, il y a une ventelle, on va ouvrir la ventelle de la porte amont, qu'est-ce qui va se passer? Équilibre de force, équilibre de la pression atmosphérique entre l'amont et le coin d'eau, et on va avoir le même niveau. D'accord? Donc pas de problème, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte amont. À ce moment-là, mon ami Robert Mornay, avec sa barque de poste, va arriver, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pour l'instant, c'est une écluse basique. C'est là que la motrice va rentrer en service, c'est-à-dire qu'avec ses puissants moteurs électriques, elle va retenir le coin d'eau et elle va, tout doucement, descendre avec la péniche à l'intérieur. La première péniche qu'on a mis là-dedans, elle s'est cassée. Donc, c'était pas trop au point.
Et quand ça arrive en bas, qu'est-ce qui va se passer? En bas, il n'y a pas de porte aval, mais il y a le bouclier. Donc le bouclier va être escamoté, et vous avez remarqué que la motrice, c'est une sauterelle. Elle est montée sur le bord de la pente d'eau, là, avec des jambes. Et bien, le bateau passe dessous et peut sortir. Voilà comment fonctionne. La maquette était-elle fidèle à ce que je viens de raconter? Donc, je n'ai pas raconté de conneries, j'avais bien compris comment fonctionnait Fonserra. Alors, il ne nous reste plus qu'à rejoindre Arzès pour lever le verre de l'amitié. Comme nous avons visité le canal d'en haut et d'en bas, eh bien, d'en haut, nous allons revenir en bas, avec un petit coucou de l'aéroclub, et avec Stéphane, Jacques, on tournait ça il y a quelques temps. Et donc on va passer comme le canal du Midi au-dessus de l'Ers, pour venir se poser sur Toulouse-Las-Bornes. Après ce petit périple d'en haut et d'en bas, je vais en profiter pour vous remercier de votre attention. J'espère vous revoir sur les lignes intérieures de la Campou dans les prochaines animations ou les prochaines années. Je remercie au passage bien sûr les pilotes qui me prêtent leurs ailes. Et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée en compagnie des estivales de la Malpère. À Jean-Marie, je voudrais donc en profiter pour faire une petite page de publicité, parce qu'au fond de la salle, vous allez pouvoir déguster, on dit selon la formule consacrée, sans modération, mes livres et les crus de la Malpère, avec modération, bien entendu. Alors, vous avez la possibilité d'acheter, de vous faire dédicacer, Étienne est à la caisse là-bas, l'Ode du ciel et Voix d'Os Occitanie vue du ciel. Voix d'Os Occitanie, en fait, je ne vous en ai raconté qu'un quart, puisque les 4 diaporamas que je présente sur le canal du Midi sont contenus dans ce livre. Et vous pouvez acquérir, pour la modique somme de 10 € en version dématérialisée, les 2 livres sur un CD qui n'est pas un DVD, c'est la version dématérialisée. Vous lisez ça en format PDF. Dans les prochaines années ou les prochains villages ou estivales, j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter Canaux du Midi vue du ciel, ou les rigoles du baron de Bon Repos, ou la suite de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Il me reste donc à vous remercier et à donner le mot de la fin à notre ami Jean-Marie. Le mot de la fin, tu viens de... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions là, parce que André a été très précis, bon. Moi-même j'en ai pas, hein, sauf te demander de continuer, mais il est trop tard pour le faire. C'est un 4 diaporamas d'1h30, voilà. Donc je ne peux pas tous les faire aujourd'hui, sinon ça ferait 6 heures. On fera une nocturne la prochaine fois, la nuit du canal, on appellera. Donc peut-être 1 ou 2 commentaires, mais pas beaucoup plus, de façon à ce que, voilà, au fond de la salle. Oui, André, je voudrais savoir pourquoi les pentes d'eau ont été abandonnées. Est-ce que tu sais ça? Alors, ça a été abandonné parce que ça a été un échec technologique, ça n'a jamais très bien marché. Et alors, le gros souci, c'est que c'est une machine unique et qu'il n'y a aucune pièce de rechange. C'est-à-dire que les pneus sont uniques, la motrice, etc. Et donc, c'est très difficile d'assurer cette maintenance, quoi. Voilà, donc ça a été un échec technologique. Mais enfin, il y a ça, et puis le fait que... Alors, est-ce que c'est un mal ou un bien que le canal ne soit pas à la norme Freycinet? Vu sa destinée à partir des années 80, et que c'est uniquement tourné vers le tourisme et les petits bateaux en plastique là, de touristes, si ça avait été à la norme Freycinet, eh bien on aurait un canal avec toutes les écluses massacrées. Je vous en ai montré que quelques-unes, mais toutes les écluses sur notre versant, elles sont toutes dans leur jus, et c'est du riquet pur et dur. Donc c'est un mal pour un bien. Et puis ça amène à réfléchir un petit peu, et peut-être nos élus aussi, c'est que quand on fait des avancées technologiques, etc., quand c'est l'heure,
C'est-à-dire, Freycinet, je vous rappelle que c'était un ministre des Transports, vous avez vu, j'ai pas tout lu parce qu'il y avait des choses écrites, mais c'était un ministre des Transports des années 1870. Hein. Et le canal du Midi s'est mis à cette norme en 1977. Donc un siècle après, on a dit, mais attendez, les copains au nord, là, ils ont tous des péniches Freycinet, et nous, ils ne peuvent pas venir, donc pour développer notre canal, il faut enfin passer à Freycinet. Donc pour Coco, c'est déjà trop tard, parce que ça fait un an que ça... Quand on voit l'évolution technologique galopante de maintenant, imaginez un siècle, voilà. Donc quand c'est l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Dans la prochaine diaporama sur l'essentiel, je parlerai de ce qui vous est cher, Jean-Marie, du vrai canal des deux mers, de la fin du 19e siècle jusqu'à 1933. Et bien là c'est pareil, quoi. Ils se sont bagarrés, il y a même un architecte qui s'est suicidé. Et bien on voulait faire un vrai canal de mer maritime, comme on a connu Suez et Panama. On aurait eu un canal avec 7 écluses gigantesques, avec un miroir gigantesque, enfin l'Aude et enfin, le sud de la France aurait été massacré par une tranchée énorme avec ce fameux canal des deux mers qui aurait fait passer des bateaux de guerre et des paquebots des années Titanic et compagnie, quoi, du début du 19e. À quoi il serait passé ici, là? Et à quoi ça servirait maintenant? Avec les gros tankers et les machins, ils ne pourraient plus passer par là, donc ils continuent à passer à Gibraltar. Donc finalement, on se rend compte que c'est bien joli de faire des évolutions technologiques, mais il faut les faire à bon escient. Voilà. Oui. Oui, André, je te pose une question. Sur le Félier, j'avais vu au XVIIe siècle, 18e ou XVIIe siècle, un canal était prévu, mais il ne s'est pas fait, entre Carcassonne et Quillan. Est-ce que là-dessus, tu peux me donner quelque chose de concret? Non, mais je sais que le canal, par exemple, on envisageait de le prolonger, ils avaient quand même été déjà plus ou moins tracés, jusqu'à Perpignan ou au-delà. C'est-à-dire que le canal de la Robine, Jonction, etc., ça devait continuer là-bas. Maintenant, sur Quillan, là, je ne peux pas te dire. J'ai aucune idée. Au départ, le canal, il devait faire Riquet, alors ça je l'explique dans une diaporama aussi. Au départ, Riquet voulait faire un canal entre l'Écluse-Garonne, que je vous ai montré, et ce qu'on a appelé la première entreprise, c'est-à-dire qu'il devait se terminer à Trèbes. Donc c'était la première entreprise, le premier contrat qu'avait signé Riquet avec le roi. Il devait partir de Garonne, il est monté à Mourouse, ensuite il est descendu, Castelnaudary, petit à petit par tranche il mettait en service des tronçons, parce qu'il fallait rentrer les pépettes, comme il fallait exploiter, et il est arrivé à Trèbes. Et dans son projet initial de 1762, il pensait rendre navigable l'Aude, donc ça revient un peu à ce que tu dis, rendre navigable l'Aude jusqu'à Narbonne, rendre sa grandeur portuaire d'antan des Gallo-Romains à Narbonne et faire un pont à Narbonne. Bon, à force d'étudier l'Aude, ça vient du grec atax, fleuve irrégulier, imprévisible. Et donc, faire une voie navigable sur un fleuve qui s'appelle atax, c'était une connerie, quoi, parce que l'Aude, on a vu quand ça déborde, ça fait des dégâts partout. Et donc, il a abandonné l'idée de rendre l'Aude navigable jusqu'à Narbonne. Entre-temps, rappelez-vous, il y a eu le port de marchands et de guerre de Sète qui est sorti de terre, et donc son canal, il a continué sur le tracé actuel. Alors après, effectivement, les États de Languedoc ont fait la Robine, après on a fait la jonction, et on voulait continuer vers la frontière, parce que ça permet d'acheminer des vivres, des armes, etc. Bon, à l'époque, avec les Espagnols, on n'était pas trop copains, donc il fallait prévoir ça. Mais par contre, remonter jusqu'à Quillan, ça, j'en ai pas souvenance. Oui, mais d'après le Félier, il a été abandonné parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas rentable. C'est un problème de rentabilité qui a fait que ça ne s'est pas fait. Quoi. Il faisait du bois flotté, comme tu sais, mais pas de la navigation. Merci. Voilà. Et bien si on en a fini, Jean-Marie, on va passer au fond de la salle. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a des caisses là-bas qui ont des antennes.